Ah, vous êtes là? Bonjour. Aujourd'hui, une autre vidéo de voyage. Ma toute première aventure, c'était au Pérou en 2013. Oui, j'avais déjà pas mal voyagé, surtout en Europe et aux États-Unis, mais c'est la première fois que je bookais un voyage avec des randonnées, pour voir la nature, faire des tours de bateau, rencontrer les habitants, quelque chose pour me dépayser totalement. Alors pour certaines personnes, vous allez trouver ça un peu pépère, parce que bon, c'est un voyage organisé avec des personnes de tout âge dans mon groupe, on avait tout le temps quelqu'un avec nous, puis c'était pas très difficile côté randonnée. Mais bon, fallait commencer en quelque part pour moi, puis le Pérou, ça a été quand même un super beau voyage. Mon pays préféré de tous les temps sur les 33 que j'ai visités. Et j'ai rencontré des gens là-bas avec qui j'ai encore des relations, dont ma guide accompagnatrice qui s'appelait Alexandra, qu'on salue d'ailleurs. Alors je vous lance ça tout de suite, mon voyage au Pérou. Bonjour, bienvenue au Pérou. On part donc de Montréal et après quelques escales, on arrive dans la ville de Cusco. Et disons que l'atterrissage n'est pas de tout repos, comme la ville est située dans la cordillère des Andes. Cusco était la capitale du peuple inca. Quand je l'ai visitée en 2013, elle avait à peu près 430 000 habitants. La ville conquise par les Espagnols en 1533 a vraiment été construite par-dessus les bâtiments incas. On a beaucoup de traces des anciens bâtiments incas un peu partout dans la ville. Avant de partir en fou, on va boire une petite infusion de feuilles de coca. Ça va nous aider avec l'altitude. Parce que la ville de Cusco est à 3400 mètres d'altitude. Et souvent, le corps humain moyen qui n'est pas habitué a de la misère avec ça. Cusco, c'est une ville vraiment charmante, avec plusieurs petits marchés qui valent la peine d'être visités. On arrive comme ça à la place d'Armes, qui est située en plein centre de la ville. Et on aperçoit ici la cathédrale de la Asunción de la Santísima Virgen, autrement dit de l'Ascension de la Sainte Vierge. Sur la place d'Armes, on peut aussi voir la statue de l'Inca. C'était le 9e roi Inca et il s'appelait Pachacuti. C'est une superbe statue toute dorée. On arrive maintenant au couvent Santo Domingo, un couvent qui a été construit au 16e siècle, par-dessus les ruines du Temple du Soleil, aussi appelé Coricancha. À l'intérieur, on a beaucoup d'informations sur l'architecture inca et on rencontre notre guide Ruben. Comme la ville est dans la montagne, on a juste à sortir un peu pour avoir un point de vue magnifique sur l'ensemble de la ville. Et tiens, on va justement à la place d'Armes et la cathédrale juste là en bas. Cusco, c'est vraiment une ville jeune et dynamique. Il y a plein de bars et de restaurants. Là, on peut boire de la bonne Cusqueña. Ouais. Il sera pas là. Il va peut-être à Cusco, mais pas à quoi. Non, plus sûr, le soleil est avec ce temps. À moins de 2 km de la ville de Cusco, on a la forteresse Sacsayhuaman. Une forteresse qui aurait été construite par les Incas au 13e siècle. Elle est située à 3700 mètres d'altitude. Et on dit qu'elle forme la tête d'un puma. Moi, je vois pas ça bien, je vois plus des murs en zigzag. Enfin. Sacsayhuaman, c'est rempli de beaux lamas fringants. Hey, attendez-moi donc! On arrive maintenant à Tembomaché. C'était la maison de l'Inca. Et c'était probablement ici qu'il prenait son bain. On appelle le site aussi le bain de l'Inca. Et les 2 alcôves qu'on voit à droite, c'est probablement l'endroit où l'Inca mettait sa robe de chambre et son shampoing. Il y a plein d'autres endroits qui ont été construits par les Incas autour de Cusco, comme ici le Temple de la Lune.
Mais il commençait à être le temps de se détacher du reste des touristes et d'aller explorer un peu en randonnée les alentours de la ville de Cusco. Il y a combien de pieds? Il y en a combien de mètres dans les airs en ce moment, là, tu penses? On était rendu à 3800 facile, 3900? Mais là, on a redescendu. Ah ouais. Ce sont des montagnes, donc ça monte beaucoup. Plus tu montes, plus les paysages sont magnifiques. Et dans ce coin-là, vraiment, on est bien servi. Moi, pas rire, ça shake quand je ris. Je fais rire puis je fais chuter. On lâche pas, Ruben? C'est moi qui dis ça au guide. C'est un peu rooster. Hey, il y a même une piste cyclable qui se rend dans la montagne. C'est fou. Oui, dans mes premiers montages de mon voyage au Pérou, j'avais beaucoup mis de la musique des Cités d'Or, ce célèbre dessin animé des années 80. Malheureusement, YouTube aime pas bien ça. Alors, si je veux monétiser, j'ai changé de musique. C'est moins le fun quand même. Ici, il y a Ruben et Benoît qui sont sur le bord d'un précipice de plusieurs centaines de mètres. En 2013, j'avais pas encore vécu d'aventure, donc j'avais beaucoup le vertige un peu partout dans les montagnes. Juste rester ici, Ruben. Je vais t'écouter d'ici, OK? Faut pas être claustrophobe non plus, finalement. C'est qui me photographie les fesses, là? Un peu frisqué, je sais pas. Dans les montagnes, on voit souvent d'autres ruines incas. Et ce qui est le fun, c'est qu'on voit que les petits-enfants péruviens visitent les ruines, comme nous quand les écoles vont visiter le Vieux-Montréal. Mais disons que c'est un petit peu plus vieux. Là, si je me souviens bien, on arrive à Pisac. Un endroit où il y a 1050 marches à monter pour se rendre au sommet. Bon, on a monté en autobus, mais on les a quand même descendus à pied. 1050 marches, c'est tout un trajet. « 1050 marches, c'est quand même quelque chose que certains locaux font à tous les jours. Ils sont impressionnants. Parmi ces locaux, il y a certaines femmes qui gravissent ces marches tous les jours pour venir nous vendre un petit peu d'artisanat. Sérieusement, avec tous les efforts qu'ils font pour venir vendre leurs choses, elles méritent mon admiration. Les vitres sont-tu teintées? Non. Une fois redescendu, on visite les petits villages de la région et on en apprend plus sur les coutumes locales. La couleur la cochinilla est à 18 tonalités. Bon, je veux bien croire que tout ça est fait pour les touristes, mais pour moi qui n'avais jamais vu l'Amérique du Sud, j'étais vraiment fasciné. C'est un cas de la culture Chibou. Ici, c'est la croix du Sud. On en profite pour se restaurer dans un restaurant où on servait l'Inca Cola. Ça coûte un peu comme le crème soda. On est allé après à Awana Kencha, là où il y avait une ferme d'alpagas et de lamas. Hydraté, là. Les alpagas sont un petit peu plus petits que les lamas et sont, d'après moi, pas mal plus cute. Puis le gros poilu, là, c'est un quoi, ça? On nous avait donné quelques herbes pour un peu interagir avec les animaux. Je me sentais comme le capitaine Haddock. Ça arrête. Regardez, ça hit, là, va sauter. Oh,
Et oui, les lamas, ça crache quand c'est pas content. Il y a même les versions sauvages des deux animaux, le guanaco pour le lama et le vigogne pour l'alpaga. On apprend aussi à cet endroit qu'il y a des milliers et des milliers de sortes de patates au Pérou, selon la région et la température. En soirée, je découvre une autre spécialité locale, le fameux pisco sour. C'est vraiment délicieux, mais peut-être un petit peu compliqué à reproduire à la maison. On repart de plus belle le lendemain en autobus et on grimpe la montagne pour arriver au Maras Salines, un endroit où les Péruviens récoltent le sel d'une source d'eau qui vient de la montagne. Ils ont construit cette superbe terrasse et ils viennent comme ça ramasser le sel qui s'y accumule. C'est vraiment couper le souffle. On arrive maintenant à la petite ville de Ollantaytambo, une ville de passage qui est située juste en dessous d'une ancienne forteresse Inca. Et comme la plupart des petites villes dans ce coin-là, elle est entourée de montagnes. Encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est des paysages que j'avais jamais vus avant et j'étais vraiment dépaysé et de façon très positive. C'est l'hôtel de Ollantaytambo, je sais plus comment le dire. Je vais recommencer ça en narration. Et je crois que c'est à Ollantaytambo qu'on a eu le plus beau logement de tout le voyage. Et c'est là que j'ai mangé pour la première fois de ma vie du ceviche. Et c'est un plat que j'aime me refaire à la maison très souvent. Et donc, le matin, on prend pas le bus, mais on va prendre un train. Un train qui va nous mener vers une des 7 nouvelles merveilles du monde. Vous avez sûrement déjà deviné de quoi je parle. Le train nous débarque à Agua Calientes, qui veut dire carrément eau chaude. Parce qu'on peut se baigner ici dans des sources d'eau chaude. Vas-y Mathieu. Oh, presque. On n'a pas fait ça, on a juste passé la soirée à jouer dans un bar. Mais le lendemain matin, juste avant le lever du soleil, on prend un autre bus qui va nous amener dans un lieu mythique. Il y a plusieurs personnes qui vont marcher d'Ollantaytambo jusqu'à ce lieu mythique. On appelle ça la Inca Trail. Mais nous, on a pris le bus, tout simplement. On a déjà beaucoup dit de choses sur le Machu Picchu, sur cette nouvelle merveille du monde. Pour ceux qui ne savent pas, le Machu Picchu est un petit village qui a été construit à la fin du 15e siècle par les Incas et qui a été abandonné par ceux-ci quand ils ont vu l'arrivée des Blancs, des Espagnols. Mais les Espagnols ne vont jamais découvrir cette ville-là. Elle a juste été découverte en 1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham, qui était lui à la recherche des fameuses cités d'or. La petite ville comptait à son apogée jusqu'à 800 habitants. Malheureusement, sa construction n'a jamais vraiment été terminée. Les Incas se sont sauvés avant. Personnellement, ça allait être ma première visite des nouvelles 7 merveilles du monde. Je vais en voir 6 des 7 dans les années suivantes. Si vous avez la chance d'aller au Machu Picchu, c'est le temps d'y aller maintenant, parce que le site va être bientôt fermé parce qu'il y a trop de touristes et la ville s'abîme très rapidement, malheureusement. On se demande souvent comment les Incas ont pu monter toutes ces pierres en haut de la montagne. Eh bien, quelque chose qu'on y apprend seulement en y allant, c'est qu'il y avait une carrière de pierre juste à côté du site. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a vraiment beaucoup de lamas sur le site du Machu Picchu. Et à quoi servent ces lamas? Ben, en fait, ils mangent le gazon, donc ça le rend tout égal.
C'est pas plus compliqué que ça. Il y avait aussi cette espèce de petite bébite-là. Ça ressemble à un lapin, ça goûte le lapin, mais c'est pas un lapin. Le lendemain matin, on change complètement de décor et on se rend à Puerto Maldonado, une petite ville bien colorée où on a dû se rendre en avion. Pourquoi est-ce qu'on était dans ce village un peu crasseux? Ben, on voulait emprunter le fleuve Madre de Dios, la mer de Dieu, pour aller s'enfoncer dans la jungle amazonienne. Ben oui. Et on va quand même faire plusieurs heures sur le fleuve avant d'arriver à notre petit lodge. C'était vraiment plus luxueux que ce que je pensais qu'un lodge en pleine jungle pouvait avoir l'air. J'allais avoir mon petit bungalow à moi tout seul. En fait, c'était mon petit bougalou. Bienvenue dans mon chalet, en plein cœur de la jungle. Et quand je dis c'est mon chalet, c'est juste moi qui l'occupe. Alors c'est pas mal cool. Même s'il fait 45 degrés, puis je me demande comment je vais faire pour dormir. Puis l'humidité, ben, on n'en parle même pas. Alors, c'était pas mal ça. Donc après avoir acquis nos chambres, on se rend dans la grande salle à manger pour le repas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, non? Ben, supposément que ça va être du riz avec du poulet, mais ça peut être toutes sortes de surprises. Faudrait que ça soit pas des bébites. Arrête les yeux! C'était simplement du poulet, mais c'était délicieux. Donc j'étais vraiment très excité de passer ma première nuit dans la jungle. Et à part la chaleur et l'humidité vraiment intenses, c'était vraiment les sons de la jungle qui m'impressionnaient le plus. Donc, le lendemain matin, on part pour notre première randonnée en plein cœur de la jungle. Bon, on utilise un sentier quand même assez balisé. Mais ça grouille vraiment de vie tout autour de nous. À tel point que je me sentais carrément observé. J'avais l'impression que dans les arbres, il y avait de ces animaux bien étranges, très typiques à la jungle, qui nous regardaient se promener comme des gros touristes. Mais en fait, ces singes-là sont vraiment pas cons. Ils attendent carrément les randonnées de touristes comme celle-là. Pourquoi? Parce qu'on leur apporte de la bouffe. Ben oui, on avait apporté des bananes avec nous. Le petit Lewis, lui, était bien excité. Ben oui, vous le connaissez, Lewis. Lewis Titi. D'ailleurs, c'est ça, les trois sortes de singes qu'il y avait là. C'est les singes hurleurs, les Wistiti et les singes araignées. On a aussi croisé d'autres animaux, comme ce superbe paresseux. Je vous dis que ça monte puis ça descend pas vite, ces animaux-là, mais c'est vraiment impressionnant de les voir dans leur milieu naturel. Je vous le dis, je devrais me recycler en vidéographe animalier. On a aussi vu des arbres gigantesques. Et quand je vous dis gigantesques, je vous parle d'arbres qui sont encore plus gros que ceux qu'on a en Colombie-Britannique. Des arbres qui peuvent atteindre 50-60 mètres de haut. Trop tard. Mais je pense que l'expérience qui m'a fait encore plus apprécier la jungle, c'est cette petite randonnée en canot. Quand c'est toi qui contrôles la vitesse du canot, tu peux vraiment apprécier le paysage et c'est fascinant. J'avais jamais vu ce genre de faune et de flore qui m'entourait lors de cette petite virée en bateau.
Et c'est encore plus impressionnant qu'on est arrivé vers ces mangroves, ces espèces d'arbres avec des grandes racines qui plongent dans l'eau. Il y avait beaucoup de perroquets dans les arbres qui nous observaient. Malheureusement, j'en ai pas vu, mais on les a très bien entendus. En soirée, on a pris un autre petit bateau, à moteur celui-là. Le but, c'était vraiment d'apprécier le coucher de soleil sur la forêt amazonienne. Et on n'a pas été déçus. Le lendemain, on repart, direction Puno. Et dans le bus, on allait atteindre ce qui allait être le plus haut sommet du voyage, 4335 mètres. Non. Bon, arrivé à Puno, le bus de touristes a quand même causé quelques embouteillages. En avant, en avant. La ville de Puno était déjà très achalandée. Je crois qu'il y avait une espèce de festival ou une fête nationale quelconque. Il y avait beaucoup d'activités dans les rues. Le lendemain, on fait quelques emplettes et on repart en bateau. Ben oui, cette fois-ci, on allait vers les îles flottantes, en plein milieu du lac Titicaca. Le lac Titicaca est le plus haut lac navigable au monde. Il est situé à 3800 mètres d'altitude. On s'en allait voir des îles flottantes du lac, très touristiques, mais quand même très impressionnantes. Ces îles-là sont fabriquées à partir de roseaux. On en empile vraiment plusieurs couches. Et quand on saute dedans, c'est presque comme un lido. Ça rebondit. Qu'est-ce qu'ils font, là? Là, je pense qu'ils vont nous expliquer les coutumes. Le chef du village nous explique exactement comment fonctionnent ces îles-là. Et les roseaux utilisés ont plusieurs usages. On peut même les manger et ça brosse les dents. La présentation du chef du village est très instructive. Il nous montre avec des petites poupées que c'est lui et sa femme qui dirigent le village. Encore plus impressionnant, c'est qu'il y a des gens qui habitent les îles flottantes. Ben oui, à l'année longue. Bon, la plupart des hommes vont travailler à Puno, mais les femmes font de l'artisanat ici et accueillent les touristes. Après ça, on embarque dans ces petits bateaux de fabrication ancestrale pour aller visiter les environs des îles flottantes. Oups. Ah, étiquette. Mais c'est dans un vrai bateau à moteur qu'on embarque pour aller visiter d'autres îles. Des îles qui n'ont pas été fabriquées par l'homme cette fois-ci. La première île qu'on va visiter, c'est l'île de Amantani, qui veut dire harmonie en langue quechua. Sur cette petite île presque sans électricité, on allait être séparés en groupe de 3 et on allait vivre chez l'habitant. La dame qui nous a invités chez elle habitait tout en haut du village. Il a fallu croiser quelques animaux. Amantani. Ça, nous sommes à Amantani. Et nous allons dormir ici. Ça, c'est notre chambre ici. Ça, c'est Michel. Le petit couple qui nous a accueillis était bien gêné, mais ils nous ont fait sentir comme des rois avec de la super bonne bouffe. C'est sûr que c'est bon. C'est sûr que tu lui fais un peu des... Muy bueno sopa. Ça. Queso.
No huevo. Yeah. Alors oui, on monte l'île. Et Michel, Mathieu, suce. Il y avait quelques belles randonnées à faire sur l'île d'Amantani, dont une qui allait nous donner un super beau point de vue sur toute l'île et sur le lac Titicaca. Bon, comme le temps est un petit peu orageux, on est revenu au village et on a fait une petite fête. Ben oui, je sais que ce genre de fête-là est organisé à chaque fois qu'il y a des touristes, mais c'est quand même très amusant. Et avant de revenir à notre gîte, on achète quelques bières pour nos hôtes. Ça les a rendus ben moins gênés. Ouais, c'est comme ça qu'on se lave le matin dans une maison typique du Pérou. Le lendemain matin, il était déjà le temps de repartir, malheureusement. Amantani va me laisser de très bons souvenirs. Alors, on reprend donc le bateau sur le lac Titicaca et on s'en va sur une autre île, l'île de Taquilé. On fait donc une petite randonnée sur cette île et on constate que les paysages sont vraiment magnifiques. Taquilé est une île qu'on dit communiste. Ben oui, les gens semblent très bien vivre avec ce mode de vie sur cette petite île. Et après avoir rencontré un petit peu la population locale, qu'est-ce qu'on fait? Ben de la beach, ben oui. On s'en va sur la plage juste pour relaxer un petit peu. On est allé au restaurant sur Taquilé et on a mangé de l'excellent poisson. On a aussi appris avec notre guide quelques petites coutumes locales, comme ce célèbre chapeau, que Gilles a mis sur sa tête avec une grande classe. Il était cute. Et tabarouette. Attends, regarde en avant. Attention, les gars, perdre tes cheveux. Gilles, t'es notre mascotte. Comme ça. Tu mets de la bourrée dedans, ça, là, fait que tu fasses un test de la On est revenu à Puno comme ça en soirée et on est allé à un autre restaurant. Un restaurant où j'ai pu manger du cuy. C'est ma dernière journée, il fallait que je prenne du cuy. Et ça, c'est du cuy frit. Du cuy frit! Du cuy frit! Là, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que c'est du cuy? Ben, du cuy, c'est du cochon d'Inde. Ben oui, il y en a un peu partout au Pérou. Et c'est un mets assez chic que les Péruviens aiment beaucoup. Salut! Notre voyage est près de se terminer et on traverse la ville de Juliaca pour aller prendre l'avion qui va se rendre jusqu'à Lima. Faut l'avouer, Juliaca, c'est vraiment pas une belle ville. Parce que c'est plus fort la poche ici. C'est-à-dire que c'est moi qui passe, toi tasse-toi, moi j'ai un plus gros camion. Fait que là, tout le monde fait la même chose, au lieu de se laisser passer. Je vous montrerai presque pas d'images de Lima parce que j'ai détesté cette ville-là. La capitale du Pérou est très grise, très polluée, et il y a juste des embouteillages dans toutes les rues. Yash! Donc voilà, c'était mon voyage au Pérou. Un voyage qui m'a fait rencontrer plein de gens et qui m'a fait rencontrer moi-même, en quelque sorte. Ben oui, après ce voyage-là, j'avais vraiment le goût d'aventure. Me dépasser moi-même, aller au-delà de ce que je pensais que j'étais avant d'aller au Pérou. Alors j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et on se reparle très bientôt. À plus!